puisque ce qui est présenté, c'est qu'en fait, la Russie pourrait aller au-delà de l'Ukraine, envahir les pays baltes, envahir la Pologne, envahir la Roumanie, et présenterait même une sorte de menace pour la France. Ça, c'est un mensonge, et tout le monde le sait très bien. Et on poursuit avec Charles Danjou qui remplace Régis Le Sommier. Bonjour Charles Danjou, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Omerta Media et on va parler évidemment de ce plan de paix pour l'Ukraine et la Russie qui a été proposé par Donald Trump. Dans un premier temps, il y a encore 2 ou 3 jours, Donald Trump s'emporter en expliquant qu'il trouvait l'Ukraine particulièrement ingrate. Donc on va essayer de revenir là-dessus. Et puis par ailleurs, on a appris que les contre-propositions faites par les différentes capitales européennes en ce moment à Genève étaient discutées notamment avec Monsieur Rubio. Donc pareil, on va essayer de comprendre la façon dont on pourrait trouver un terrain d'entente. Mais d'abord sur ce plan de paix initial qui a été proposé par Donald Trump, votre avis, Charles Danjou? Tout simplement, je pense que Donald Trump joue avec les nerfs de Volodymyr Zelensky. Comme il a compris puisque c'est pas la première fois que Donald Trump essaie d'avancer avec les Ukrainiens, avec les Russes pour arriver à un compromis et à un plan de paix, il a compris que du côté des Ukrainiens, il y avait en fait une fin de non-recevoir et que Volodymyr Zelensky cherchait à gagner du temps et n'avait pas du tout envie de se mettre autour de la table des négociations pour trouver un accord avec les Russes. Tout ce qu'il y a dans le plan qui a été proposé par Trump, en réalité, ça a été de dealer, entre guillemets, entre Russes et Américains depuis très longtemps. Et ces propositions, en réalité, elles ont certainement été déjà faites, elles étaient déjà prêtes sous cette forme lors des buts pour parler à Istanbul. Simplement, Volodymyr Zelensky ne voulait pas de la paix pour un certain nombre de raisons qu'on pourra développer. Et donc, il a tout fait semaine après semaine pour gagner du temps. Et là, Donald Trump, qu'il a laissé un petit peu s'échapper, vient de retirer sur la corde pour ramener Zelensky vers lui avec un accord préparé par les Américains, ce qui veut dire que Volodymyr Zelensky est obligé de le considérer, de l'étudier, de le travailler et d'y prendre part. Et évidemment, ça met Volodymyr Zelensky dans une situation qui n'a jamais été aussi tendue parce que là, finalement, Donald Trump lui tire l'oreille et l'oblige à s'asseoir et l'oblige à répondre. Alors quand vous dites que Volodymyr Zelensky n'a jamais voulu de la paix, c'est peut-être de la paix en ces termes. Est-ce qu'on peut s'attarder justement de ce que comporte ce plan de paix et quelles seraient les conséquences pour l'Ukraine? Quand je dis qu'il n'a jamais voulu du plan de paix, c'est que ce qu'il y a dans le contenu de cette proposition d'accord, il y a 28 points. Bon, il y a un certain nombre de points qui sont théoriques, mais qui, en gros, engagent la Russie à ne plus entrer dans une guerre contre l'Ukraine. Il y a des mécanismes de solidarité, il y a la consécration de la sécurité américaine sur l'Ukraine et de la solidarité européenne avec l'Ukraine. Mais ce qui posait problème, en fait, à Volodymyr Zelensky dès le départ, c'était pas ça. C'était les concessions territoriales à faire à la Russie. Et effectivement, il y a 2 points dans cet accord qui concernent les concessions territoriales, c'est-à-dire l'abandon des régions du Donbass par Kiev, la reconnaissance que la Crimée est russe, et la reconnaissance aussi que la région qui n'est plus dans le Donbass, mais qui est dans le sud de l'Ukraine, près de Zaporijjia et de Kherson, est aussi russe. Et là-dessus, ça correspond en réalité aux régions qui sont déjà conquises, déjà prises par les Russes. Donc, il n'y avait pas de c'était pas des régions que Volodymyr Zelensky, desquelles il devait retirer son armée. Son armée n'y était déjà plus. Ces régions étaient déjà russes. Mais Volodymyr Zelensky, sur ces points, a toujours maintenu une position maximaliste en écoutant et en essayant de flatter l'ego des éléments les plus nationalistes de ses soutiens, qui sont quand même importants, parce que les forces militaires que représentent les bataillons nationalistes, d'ultranationalistes, qui rêvent de reprendre la Crimée jusqu'au dernier centimètre de territoire ukrainien, sont très puissants militairement et très puissants politiquement. Et ce qu'il y a dans l'accord, évidemment, c'est une élection aussi dans 100 jours du président ukrainien.
Donc Volodymyr Zelensky a toujours eu peur de ces éléments, de ces ultras en fait, dont il a besoin, non seulement pour faire la guerre, mais aussi pour se maintenir. Donc là, simplement, effectivement, et c'est ce qui doit poser problème en interne, et c'est ce qui doit lui causer certainement quelques sueurs froides et quelques nuits sans sommeil, c'est que il va être obligé d'expliquer à des gens dont la logique est irrationnelle et en fait guidée par l'histoire et par l'idéologie qui reconstitue la Seconde Guerre mondiale en se prenant pour des troupes de Waffen-SS, qu'il va falloir arrêter, il va falloir poser les jouets et il va falloir revenir à la réalité et à la vie normale. Et ça, c'est très compliqué pour lui, effectivement. Mm. En même temps, l'histoire et l'idéologie, c'est quelque chose c'est un manque qu'on déplore de temps en temps en France. Donc, j'aurais du mal à blâmer ceux qui tentent de se raccrocher. Mais plutôt sur cette influence américaine, est-ce qu'on peut comprendre que Volodymyr Zelensky aujourd'hui se dise ce qu'on me propose, c'est de perdre des territoires que je considère étant ceux de l'Ukraine, et donc vous l'avez dit, vision partagée quand même par une partie de la population ukrainienne, et en plus d'accepter que le reste soit plus ou moins soumis, enfin même plutôt plus que moins soumis à la volonté américaine. Est-ce que cet accord de paix, c'est pas simplement faire en sorte que les Ukrainiens sont complètement dépossédés de leur pays sur quasiment tous les plans? J'allais dire oui, mais il n'y a pas d'alternative. En fait, l'Ukraine n'a jamais été une puissance économique, n'a jamais été une puissance géopolitique. Elle a toujours été dans l'orbite de la Russie ou intégrée à la Russie. Et là, elle est prise entre les volontés américaines, les volontés russes et les volontés européennes qui essaient de... C'est entre guillemets un proxy. Donc en fait, il n'y a pas de solution ukro-ukrainienne à 100%, c'est pas possible. Et la solution que choisit Volodymyr Zelensky, c'est de s'arrimer à l'Europe, à ses sponsors européens. Voilà, évidemment, je dirais de toute façon, quand les grandes puissances décident de jouer avec l'Ukraine et d'y régler une partie des comptes qu'elles ont à régler, qu'elles estiment avoir à régler, évidemment, c'est l'Ukraine qui paye le prix. Mais c'est un prétexte aujourd'hui, l'Ukraine. C'est un prétexte pour les États-Unis d'asseoir quand même une forme d'influence dans la région européenne. C'est un prétexte pour Emmanuel Macron de s'afficher comme chef de guerre. C'est un prétexte pour l'Union européenne pour nous expliquer qu'il faudrait probablement une armée. Bon, ça, c'est comme vous dites, c'est finalement la victime collatérale de tout un tas d'enjeux qui les dépassent. Absolument. Je pense que l'Ukraine étant de toute façon en ce moment le dilemme pour Volodymyr Zelensky, c'est en fait il est multiple, mais il est de pouvoir rester au pouvoir parce que je pense qu'il est avec la force de ses soutiens européens, qui n'est pas à négliger. Sa mission dépasse largement le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Sa mission, c'est de rendre la Russie comme un paria du monde occidental. Et en ça, il est un peu le jouet des Européens, dont on a bien vu que, c'est d'ailleurs un des points de l'accord qui, à mon avis, pose bien plus problème que les questions territoriales, c'est la levée des sanctions européennes sur la Russie. Parce qu'en fait, ce qui se joue autour de cet accord, c'est pas tellement le Donbass dont Volodymyr Zelensky, je pense, n'a pas grand-chose à faire, c'est plutôt que dans cette guerre en Ukraine, c'est la tentative pour les Européens, je dirais, d'affaiblir, voire de démanteler la Russie. Quand on écoute les plus radicaux des propagandistes pro-ukrainiens, il y a cette volonté en fait de régionaliser la Russie et de faire tomber Vladimir Poutine et de morceler la Russie pour en fait casser son influence. Et d'autre part, c'est par cette guerre en Ukraine, la possibilité, et on le voit quasiment toutes les semaines pour les leaders européens qui sont les plus fédéralistes et les plus intégrateurs, de pousser au fédéralisme européen. Et on le voit, il fallait un prétexte pour éteindre toute contestation et pour accélérer l'agenda. Et on le voit sur l'Europe de la défense, sur l'Europe de la diplomatie, sur l'Europe du renseignement, et sur tout un tas de sujets. On voit que ça accélère. Et Mme van der Leyen, je crois, il y a une dizaine de jours, faisait une réunion pour annoncer des milliards d'euros supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Elle est arrivée à 8h30, alors qu'il y avait, je crois, à peine 30 eurodéputés dans l'hémicycle européen, sachant très bien qu'il n'y aurait personne, parce que de l'avis de tous les eurodéputés qu'on connaît, à 8h30, il n'y a personne dans l'enceinte du Parlement européen, dans l'hémicycle.
Elle est arrivée le matin en annonçant des milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, espérant et sachant qu'elle ne serait pas reprise parce que l'hémicycle était vide. Donc on voit et on voit d'ailleurs aussi dans les démarches d'Emmanuel Macron, à titre individuel, d'ailleurs là on descend d'un échelon, qu'Emmanuel Macron, le seul terrain de jeu qui lui reste pour jouer encore au président, c'est la guerre en Ukraine. Donc ces dirigeants européens n'ont pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête et poussent certainement Volodymyr Zelensky à résister ou au moins à gagner du temps, puisque finalement, je dirais, pour eux, l'agenda se compte en semaines et en mois, et chaque semaine de gagner, c'est finalement du temps qui leur est donné pour pousser leur logique politique fédéraliste en Europe. Je vais me faire l'avocate de von der Leyen et Macron. Profitez-en, chers auditeurs, c'est assez rare. On écoute. C'est peut-être une question rhétorique, je vous laisserai juger, mais Charles d'Anjou, est-ce que d'un autre côté, la Russie, et notamment quand on voit qu'il y a eu quelques survols de drones au-dessus de pays européens, ou une façon peut-être de nous tester, est-ce qu'en même temps la Russie ne nous a pas poussé à essayer de retrouver cette crédibilité sur le plan international, notamment en parlant d'armée européenne, en montrant que nous étions prêts à soutenir l'Ukraine? Est-ce que si nous abandonnions ce terrain-là, ce ne serait pas un signal fort à la Russie, une façon de clamer notre faiblesse et de lui dire, bon voilà, finalement, faites bien ce que vous voulez, parce qu'on ne bougera pas? Mais on peut tout à fait réarmer. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle finalement pour l'armée française, parce que l'armée française est à l'os et a été complètement démantelée et dépouillée depuis 30 ans. Donc pour l'armée française, c'est une bonne nouvelle. C'est plus d'équipement, plus de formation, peut-être plus de soldats, peut-être une vraie réserve, etc. Ça, je dirais, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est la logique politique de faire croire que... Je pense qu'en fait, remettre l'armée française à niveau n'est pas du tout la priorité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa priorité, c'est de pousser à l'intégration dans de grands ministères européens. Parce que son destin, j'en suis persuadé, je vous le signe, c'est qu'il s'imagine à la tête avec des fonctions, des responsabilités, peut-être à la tête de l'Europe. Oui. Et donc, il a envie d'un jouet plus gros. Et le jouet plus gros, c'est une armée européenne. Donc, pour faire tout ça, finalement, la guerre en Ukraine tombe très bien. Ça permet d'affoler, de grossir une menace qui, je dirais, qui existe, mais qui est bien moindre que ce qui est présenté, puisque ce qui est présenté, c'est qu'en fait, la Russie pourrait aller au-delà de l'Ukraine, envahir les pays baltes, envahir la Pologne, envahir la Roumanie, et présenterait même une sorte de menace pour la France. Ça, c'est un mensonge, et tout le monde le sait très bien. Il n'y a qu'à regarder le rythme de progression de l'armée russe en Ukraine, qui est réel, mais qui est finalement lent. Comment imaginer qu'il faille 1 an pour prendre la ville de Pokrovsk, qui est en gros une agglomération de 200 000 habitants, et qu'en quelques mois, en quelques années, les chars russes puissent arriver à Paris? C'est totalement délirant. Donc là, on est dans le mensonge, puisque Emmanuel Macron est renseigné, sauf à être devenu totalement fou, ce que je ne crois pas. Il sait très bien que ce n'est pas la réalité, et il joue avec les peurs, et finalement ça marche, parce que quand on voit des gens qui écoutent toute la journée des expertises de médias mainstream, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Alors il y a 2 types de questions, c'est est-ce que les Russes vont arriver à Paris, et c'est est-ce qu'on va envoyer nos enfants en Roumanie ou en Ukraine ou dans les pays baltes pour mourir. Et tout ça, ce sont des peurs qui sont instrumentalisées. Il y a une concurrence, il y a une fracture, il y a une guerre idéologique entre la Russie et un certain nombre de pays européens, l'Union européenne, ça c'est clair, elle s'est exacerbée avec cette guerre. Mais penser qu'il y a une menace militaire et que l'armée russe est en mesure de débouler dans les pays occidentaux, même dans les pays baltes, c'est totalement délirant. C'est oublier que la France est dotée de l'arme nucléaire, c'est oublier que les pays baltes sont des pays membres de l'OTAN, c'est oublier que Donald Trump a réaffirmé son soutien à la Pologne et aux pays baltes. Voilà, donc on est là dans le mensonge et la manipulation pour simplement des logiques politiques et des logiques personnelles. Et sur ces survols de drones, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais il y a quand même quelques semaines encore, on nous expliquait qu'il y a un drone russe qui avait été intercepté justement au-dessus des pays baltes, il me semble. Oui, mais je dirais ça c'est de bonne guerre. Il y a des drones au-dessus des pays baltes, il y a des avions russes qui passent
au-dessus des pays baltes. Bon, je dirais ça c'est de bonne guerre, mais il n'y a pas de missile qui a été lancé, il n'y a pas d'avion qui a été abattu, On n'a il n'y a pas rien de tout intérêt à ça. y voir un message. Non, mais vous savez, en fait, la Russie ne peut pas sanctionner les pays de l'Union européenne parce qu'elle n'en a pas les moyens économiquement. Par contre, la Russie est sous le coup de plus de, je crois, 20 000 sanctions européennes. Donc, la réponse des Russes, et je pense que c'est bien normal, c'est ce qu'ils ont à portée de main, c'est-à-dire faire un petit peu de provocation. Et aussi parce qu'ils savent que les Européens sont nerveux, en fait, pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui entre dans l'espace finlandais, par exemple, de 500 mètres. C'est arrivé il y a 3 semaines. Bon, bah, c'est immédiatement des communiqués de presse, des déclarations alarmistes, le ministre des Affaires étrangères qui monte au créneau. Et je dirais, on est hyper émotif et on réagit finalement pour pas grand-chose. Et ça, les Russes le savent. Et donc, je dirais, c'est, entre guillemets, vu du côté russe, c'est de bonne guerre. Vu du côté européen, il n'y a jamais de conséquences extraordinaires. Les conséquences qu'il y a eu, c'est en général, c'est quand des drones russes passant au-dessus de l'Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine, étaient abattus par la défense antiaérienne et qui retombaient côté polonais ou côté roumain, en faisant des dégâts sur des maisons, etc. Ce sont les seules conséquences, et je crois qu'il y a dû avoir en tout et pour tout 2 ou 3 morts. Bon, en 4 ans de guerre, je pense pas qu'on puisse... Il y a une dichotomie entre la réalité et les discours qui sont prononcés sur la menace russe. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis que sur le plan militaire, il est évident que les dirigeants européens en font des caisses. Et d'ailleurs, parce que je suis allé en Italie, en Roumanie il n'y a pas longtemps, c'est très intéressant de voir que les discours tenus par Macron ou Van der Leyen n'existent pas en Italie ou en Roumanie. Même en Roumanie, il n'y a pas de débat. Vous ouvrez les journaux, il n'y a pas de débat pour renvoyer les jeunes Roumains ou les soldats roumains sur le front en Ukraine. Il n'y a pas ces débats-là, ça n'existe pas. Et en Italie, c'est pareil, ça n'existe pas. Bon, écoutez, en tout cas, j'imagine que ça rassurera certains auditeurs, puisqu'effectivement, c'est un débat qui a bien animé nos plateaux de télévision ces derniers temps, ces jeunes Français qu'on irait peut-être envoyer en Ukraine ou je ne sais où faire la guerre à la Russie. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le rôle des États-Unis dans cet accord et même globalement dans ce conflit. En avril dernier, on a un accord qui avait été conclu entre les États-Unis et l'Ukraine, qui est largement avantageux pour les États-Unis, puisque ça donnait en fait aux Américains le monopole de la reconstruction de l'Ukraine, avec donc, tout ce que ça peut engager en termes d'investissement, mais donc plus que fructueux, et évidemment l'accès à toutes ces ressources naturelles, donc en l'occurrence les terres rares. On sait que c'est important pour les États-Unis. Est-ce que si aujourd'hui les États-Unis tordent la main de Volodymyr Zelensky, c'est pas aussi parce qu'ils sont impatients de pouvoir toucher tous ces intérêts? Oui, certainement, ça joue parce que dans l'équation Donald Trump, il n'y a pas seulement évidemment les questions militaires et stratégiques, il y a les questions économiques. Ceci étant, aujourd'hui, ils vendent déjà pour des milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Donc je dirais que les États-Unis sont déjà gagnants dans l'équation. Si on voit au-delà de ça, effectivement, il y a d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a bien compris, puisqu'il s'est engagé à ce que les avoirs russes gelés, qu'il ne peut pas récupérer, soient engagés dans la reconstruction de l'Ukraine pour des marchés publics, des marchés d'infrastructures confiés, dont la réalisation sera confiée à des entreprises américaines. Donc là, les Russes ont bien compris qu'il fallait faire une sorte de cadeau économique financier à Donald Trump, et ils ont mis ces avoirs gelés du côté américain, ce qui va parfaitement à Donald Trump. Au-delà de la guerre en Ukraine, ce qu'espère Donald Trump sur un plan économique, c'est un partenariat avec la Russie sur un certain nombre de sujets. Il y a le sujet nucléaire, mais il y a aussi le sujet de l'Arctique. Ça, c'est un sujet pour Donald Trump. Il espère en fait se tailler la part du lion et je dirais faire un Yalta de l'Arctique avec les Russes, parce que l'Arctique regorge de matières premières qu'on a du mal d'ailleurs à évaluer tellement c'est énorme. Et ça, par exemple, pour Donald Trump, c'est très important. C'est très important de renforcer son partenariat avec les Russes pour essayer un peu de fragiliser l'amitié russo-chinoise qui est allée très loin à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Et Donald Trump a besoin des Russes de son côté. Donc, ça dépasse le cadre de la guerre en Ukraine. Et il est évident que l'intérêt que Donald Trump porte à la Russie dépasse largement l'intérêt qu'il porte à l'Ukraine. Il y a des terres rares, oui, mais bon, finalement,
Tout ça va être encore très long parce qu'il y a simplement une logique les terres sont polluées, sont minées, donc pas imaginer que demain un accord de paix se signe et que les entreprises américaines débarquent pour exporter les minerais. Tout ça va prendre du temps. Donald Trump a un mandat de 4 ans, ça les Russes le savent aussi, et donc Donald Trump cherche à court terme un intérêt à court terme et effectivement tout le pousse à signer cet accord. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, il a fait mine de sanctionner la Russie, ce qu'il a fait. Mais en réalité, vous voyez qu'en parallèle, les discussions sur l'accord présenté à Zelensky allaient bon train et qu'il y a un tempo, une partition qui est écrite et qui est jouée par les Russes et les Américains. Et un point très important que je souligne, ce qui peut faire très peur à Volodymyr Zelensky s'il refuse cet accord, c'est que les Américains, c'est pas l'arrêt des livraisons d'armes américaines, puisque les Ukrainiens ont pris le relais et ont développé des moyens de production. Même si tout ça reste insuffisant, ils peuvent tenir. En réalité, c'est la coupure du renseignement satellitaire. Sans le renseignement satellitaire américain, les Ukrainiens auront du mal à identifier les cibles. Côté russe, les points de logistique, à identifier les dépôts de carburant, à identifier les bases russes. Et ça risque de faire très mal aux Ukrainiens. Ça leur a fait déjà très mal au moment de la poche de Koursk et de la prise de la ville de Soudja. Les Américains ont coupé, dès que Donald Trump est arrivé, ont coupé 3 jours le renseignement satellitaire et l'armée ukrainienne dans la poche de Koursk s'est largement effondrée. Ça, c'est un vrai problème pour Volodymyr Zelensky. Sur le reste, il sait qu'il a l'argent des Européens, il sait qu'il a une partie des armes européennes, il sait que pour l'instant, Donald Trump continue de laisser vendre les armes américaines. Tout ça, je dirais, lui permet de tenir. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est ce renseignement satellitaire. Et il n'est pas certain que les pays européens qui en sont dotés soient capables de combler les manquements d'un arrêt américain. Parce qu'encore une fois, ce conflit, ce qui le met en lumière aussi, c'est la façon dont on peut se retrouver dépendant des États-Unis, puisque de toute évidence, l'Union européenne aujourd'hui n'est plus capable d'assurer les points sur lesquels les États-Unis se retiraient. Vous parlez donc par exemple de cette question du renseignement satellitaire. Où en sont nos satellites en Europe? Et donc ça met en lumière énormément de faiblesses, tant sur notre armée que sur notre armement, que sur notre technique. On sait qu'aujourd'hui, c'est la guerre des drones. Est-ce qu'on serait vraiment au niveau, justement, pour s'engager dans un tel conflit? C'est assez inquiétant de voir la façon dont on est en retard, alors que pourtant, ça se passe sur notre continent, là où les États-Unis sont à l'autre bout du monde et sont bien plus performants. Oui, sur le renseignement satellitaire, on est capable de le faire. Les Anglais sont dotés de capacités, les Français en ont aussi. La question, c'est que déjà, on ne sait pas si on en fournit à l'Ukraine, puisque tout ça est dans l'opacité la plus totale. L'aide américaine, elle est assez transparente depuis le début de la guerre. Il y a des choses évidemment qu'on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Les Américains n'ont jamais caché l'envoi de conseillers militaires, n'ont jamais caché l'envoi de missiles, de matériel, n'ont jamais caché cet apport de renseignement satellitaire. Du côté des Français, par exemple, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'on vend des canons César, on sait qu'on vend quelques systèmes d'armes anti-aériens ou anti-chars. Pour le reste, on ne sait absolument rien. Et c'est d'ailleurs une question qui se pose. C'est à l'heure où on demande aux Français de faire des efforts, y compris d'ailleurs de se serrer la ceinture pour l'Ukraine, ce qui a été dit par le général Mandon, le chef d'état-major des armées. On aimerait bien savoir, peut-être qu'il y a un débat au Parlement et qu'il y a une transparence sur ce qui a été fourni à l'Ukraine ou pas. Voilà. Alors, en termes de... Il est certain que l'armée américaine a la qualité et a aussi la quantité. La qualité en Europe et en France, on l'a. La quantité, c'est peut-être pas certain. Donc, ceci étant, là encore, ce sont des discussions auxquelles on n'a pas accès, mais il est dans l'intérêt des Européens, non seulement de laisser traîner et tout ça, mais aussi d'être capable d'apporter à Volodymyr Zelensky l'aide la plus importante et la plus massive et la plus efficace possible pour qu'il refuse l'accord, parce que, sur le fond, un accord proposé par Donald Trump, rédigé, préparé avec les Russes, signé par Volodymyr Zelensky, qui fait des concessions territoriales à l'Ukraine et qui oblige les Européens à lever les sanctions sur la Russie, c'est une humiliation totale
Et on ne voit pas, quand on regarde le profil et la détermination du président Macron, du chancelier Merz ou d'Ursula von der Leyen, on ne voit pas comment ces idéologues pur jus pourraient accepter un accord et de se voir obligés de lever les sanctions et de réintégrer la Russie dans le concert des nations occidentales. Ça paraît impossible. Ceci étant, c'est Volodymyr Zelensky qui détient la clé et il a aussi une équation nationale de politique interne qui va peut-être l'obliger à signer. Oui, on verra. Quand vous dites que ce soit Volodymyr Zelensky ou les Européens ont tout intérêt à gagner du temps, c'est parce que, selon vous, si jamais justement ils gagnaient quelques semaines, quelques mois, quelques années, comment est-ce que la situation pourrait évoluer en leur faveur? Parce que quand on en parle, on a quand même l'impression que quoi qu'il arrive, que ce soit l'Ukraine ou même l'Europe, nous serons les grands perdants de cette guerre. Alors, ils veulent gagner du temps, ce que je disais tout à l'heure, pour accélérer l'agenda fédéraliste, parce qu'ils ont une fenêtre, ils savent que les peuples, ça commence à gronder et que les gens se posent de plus en plus de questions sur la manière dont l'Union européenne fonctionne et dont elle est administrée, dirigée. Et on le voit en Italie, on le voit en Roumanie, on le voit au Portugal, on le voit dans toute l'Europe. Dans tous les pays d'Europe, il y a je dirais, les courants souverainistes où je dirais, se lèvent et grandissent. Donc face à ça, on voit très bien la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Pour continuer à garder le pouvoir et à diriger, il faut absolument que finalement l'agenda européen, l'agenda fédéraliste s'accélère. Et donc pour ça, ils ont besoin de temps, parce que la seule raison qui explique, et avec laquelle ils expliquent toutes ces avancées sur l'Europe de la défense, la diplomatie, le renseignement et d'autres, c'est la guerre en Ukraine. Si la guerre en Ukraine s'arrête demain, ils se retrouvent sans explication crédible, sans raison valable, pour pousser cet agenda. Donc, ne serait-ce que pour ça, chaque semaine gagnée, je dirais, pour eux, c'est du pain béni. Il y a une autre humiliation dont on ne parle pas pour l'Union européenne, c'est qu'on apprend que le président Erdogan essaie aussi de jouer les médiateurs entre Kiev et Moscou. Et donc, là encore, où se trouve l'Union européenne? Puisqu'on le sait, Erdogan joue souvent avec les limites. Juste avant, on recevait Grégor Pupin qui nous rappelait que la Turquie est quand même régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, donc, ils tentent quand même de jouer leurs cartes. Dire que Erdogan réussisse à se prendre ce rôle de modérateur, vu le profil, c'est assez humiliant pour l'Union européenne. Oui, mais Erdogan, ça s'explique parce qu'Erdogan a une qualité, c'est qu'il connaît la Russie. En fait, il n'a jamais sous-estimé la Russie. Et il n'a jamais considéré que la Russie pouvait perdre cette guerre. Ce qui n'est pas le cas des dirigeants européens. Chez les dirigeants européens, il y a une espèce de complexe de supériorité. Ils ont toujours cru que les Russes étaient des crétins avinés qui finalement allaient s'effondrer, qui feraient une révolution. C'est tout le contraire qui s'est passé. Et le problème, c'est le complexe de supériorité et la mauvaise analyse au début de cette guerre. D'ailleurs, la phrase, on ne rappelle pas la phrase de Bruno Le Maire, mais il était persuadé que l'économie russe s'effondrerait. Manque d'analyse sur le soutien d'un certain nombre de pays des BRICS et d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient en soutien à la Russie. Manque d'analyse sur le retour possible, probable et réalisé de Donald Trump. Et en réalité, les Européens, Erdogan, lui, il a toujours maintenu une position d'équilibre. Il a toujours continué à livrer des armes à l'Ukraine, tout en maintenant un dialogue avec Moscou, en s'entendant très bien avec Poutine sur un plan personnel et en proposant, en étant par cet équilibre entre les deux, en étant en position de pouvoir proposer Istanbul comme une plateforme pour négocier. Les Européens, eux, sont entrés dans une guerre totale avec la Russie qui les discrédite totalement, non seulement pour être une plateforme de négociation, mais aussi pour participer au plan de paix. Aujourd'hui, on ne demande pas aux Européens de rédiger un plan de paix. Ils sont invités par les Ukrainiens à émettre des observations. C'est complètement différent. Mais ça, c'est l'erreur originelle des dirigeants européens, c'est de penser que l'Occident mondialiste et libéral, finalement, s'il le veut,
peut écraser n'importe quel pays, et en tout cas est supérieure, sa vision est systématiquement supérieure à celle des autres. Il faut d'ailleurs rappeler, quand on entend tous ces dirigeants européens parler de la souveraineté de l'Ukraine, on ne les a pas entendus, on n'a pas entendu leurs homologues défendre la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. Ça ne leur a posé absolument aucun problème, ce qui veut bien dire que le droit international pour ces pays, pour ces dirigeants occidentaux, est à géométrie variable et qu'en réalité, il est au service de leur idéologie. Quand ça les arrange, ils font mine de défendre la souveraineté. Quand ça les arrange, ils défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout ça, et d'ailleurs le monde se rend compte, c'est de l'arrogance et de la manipulation à haute échelle. Oui. On parle de la Serbie et du Kosovo, on pourrait parler de l'Arménie aussi, où personne n'a bronché quand il s'agissait de regarder l'Artsakh se faire envahir par les Azéris et donc poussé par les Turcs d'ailleurs. C'est un autre sujet, chers auditeurs. Je vous promets qu'on en reparlera prochainement puisque c'est le cas régulièrement à notre antenne. En attendant, merci beaucoup Charles d'Anjou d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette analyse qui dénote par rapport à ce qu'on peut entendre sur d'autres médias. Donc, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Chers auditeurs, je pense qu'on peut aussi retenir que pour le moment, a priori, on ne devrait pas être amené à aller se battre pour l'Ukraine et surtout contre la Russie. Donc, on espère que ce sera le cas encore quelques années. Merci beaucoup, Charles d'Anjou, et je vous dis à très bientôt. Merci Liselotte, merci à tous.